Un millionnaire a commandé un costume impeccable pour son père, mais il ne s'attendait pas à trouver son grand amour dans l'atelier. La jeune couturière aligne les cœurs au lieu des tissus. Et dans cette rencontre inattendue, éclot une romance ardente. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Les doigts de Philippe Monvalon tambourinaient impatiemment sur la table en verre de son bureau au dernier étage. Ses yeux parcouraient la ville qui s'étendait en contrebas, mais ne voyaient en réalité rien d'autre que le reflet tourmenté de son propre visage dans la vitre. L'enveloppe dorée sur son bureau, l'invitation, pour le 70e anniversaire de son père, semblait se moquer de lui avec son éclat ostentatoire. « Monsieur Monvalon ?» La voix de sa secrétaire à travers l'interphone le ramena à la réalité. « Votre fille est ici. » Philippe ferma les yeux un instant, essayant de se recomposer. « Faites-la entrer, Claire. » La porte s'ouvrit et Céleste entra, ses petits pas, hésitants, résonnant sur le sol en marbre. À 6 ans, elle portait déjà sur ses épaules le poids d'une tristesse plus grande que son âge, quelque chose qui brisait le cœur de Philippe chaque fois qu'il la regardait. « Papa ?» Sa voix était douce, presque un murmure. La maîtresse a envoyé un autre mot. Philippe sentit son estomac se nouer. C'était le 3e mot cette semaine. Céleste s'était encore endormie pendant la classe et ses notes étaient en chute libre. La petite fille, autrefois si vivante, semblait maintenant n'être que l'ombre d'elle-même. « Viens ici, princesse », l'appela-t-il, éloignant sa chaise du bureau. Céleste s'approcha lentement, ses yeux, si semblables à ceux de sa mère, évitant de rencontrer les siens. Quand elle atteignit enfin ses bras, Philippe remarqua qu'elle était plus chaude que la normale. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il, touchant son front avec inquiétude. « Juste un peu fatigué », répondit-elle, appuyant sa tête contre son épaule, comme toujours. Ces 2 mots, comme toujours, frappèrent Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. Sa fille ne devrait pas être toujours fatiguée. Elle ne devrait pas avoir des cernes à 6 ans. Elle ne devrait pas sembler si fragile dans ses bras. Le téléphone sonna, faisant sursauter les deux. C'était le numéro de son père. « Je dois répondre, princesse, » dit-il doucement, installant Céleste dans l'un des fauteuils du bureau. « Philippe !» La voix grave de Sigismond résonna à l'autre bout de la ligne. « J'imagine que tu as déjà reçu l'invitation. »« Oui, père, je l'ai reçue ce matin. Et j'imagine que tu as également reçu mon message concernant Valentine Richer. » Philippe sentit sa mâchoire se crisper. Valentine était la fille de l'un des plus grands entrepreneurs de la ville, et son père tentait depuis des mois d'organiser une rencontre entre eux. « Père, nous en avons déjà parlé. »« Non, tu as évité la conversation. Comme tu as évité toutes les autres, » l'interrompit Sigismond. « Il est temps d'arrêter de vivre dans le passé, Philippe. Hélène est partie depuis 2 ans. Céleste a besoin d'une mère. » La mention du nom de sa défunte épouse fit serrer le téléphone avec force à Philippe. De l'autre côté du bureau, Céleste jouait distraitement avec une mèche de ses cheveux, semblant encore plus pâle sous la lumière artificielle. « Ma fête sera dans 3 semaines, » continua Sigismond. « Je te veux présentable et accompagnée. Et je veux que ma petite fille ressemble à une vraie Monvalon, pas à cet enfant abattu que j'ai vu sur les photos. Céleste est malade, père. Elle a besoin de soins, pas de critiques sur son apparence. Ce dont elle a besoin, c'est de structure, d'une famille complète. Et toi, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à gérer à la fois la petite et les affaires, car visiblement tu ne t'en sors avec aucun des deux. » Philippe observa sa fille du coin de l'œil. Elle avait posé sa tête sur l'accoudoir du fauteuil et fermé les yeux, sa respiration lourde, indiquant qu'elle s'endormait à nouveau. « Je dois raccrocher, » dit-il sèchement. « N'oublie pas, 3 semaines, et je te veux habillé convenablement pour l'occasion. Rien de ces costumes prêt-à-porter que tu as portés dernièrement. Fais-toi faire quelque chose sur mesure pour l'amour du ciel. Tu es un Monvalon. » L'appel se termina, laissant un silence pesant dans le bureau. Philippe se dirigea vers le fauteuil où Céleste dormait et toucha à nouveau son front. La fièvre semblait avoir augmenté. Reprenant le téléphone, il appela sa secrétaire. « Claire, annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée et trouvez-moi le meilleur. » Atelier de vêtements sur mesure de la ville. En attendant les informations, Philippe prit Céleste dans ses bras, sentant combien elle était légère. Beaucoup plus légère qu'un enfant de son âge ne devrait l'être. Son cœur se serra
en pensant à quel point il l'avait déçue. Depuis la mort d'Hélène, voici, monsieur. Claire revint après quelques minutes. L'atelier Malancourt, c'est un établissement traditionnel, géré par la même famille depuis 3 générations. On dit qu'ils sont les meilleurs de la ville. Prenez rendez-vous pour demain, ordonna-t-il, ajustant Céleste dans ses bras. Et appelez mon chauffeur. Je ramène ma fille à la maison. Tandis qu'il descendait dans l'ascenseur privé, Philippe observait le reflet déformé de lui-même et de Céleste dans le miroir. L'image semblait être une métaphore parfaite de sa vie actuelle. Tout était flou, désaligné, sur le point de s'effondrer. Mais son père avait raison sur un point. Il devait faire quelque chose. Non pas pour les raisons que voulait Sigismond, mais parce que sa fille avait besoin de lui. Et il avait promis à Hélène, sur son lit de mort, qu'il prendrait soin de sa petite princesse. Ce qu'il ne savait pas, c'était que l'atelier Malancourt gardait bien plus que des tissus fins et des aiguilles précises. Entre ces murs anciens, des destins étaient sur le point de s'entrelacer d'une façon qu'aucune couture ne pourrait prévoir. L'aube trouva Élise Malancourt déjà réveillée, ses doigts habiles courant sur un tissu de soie, tandis qu'elle essayait d'ignorer les lettres de relance empilées sur sa table de travail. L'atelier était encore fermé, mais elle devait avancer les ajustements sur une robe qui devait être livrée cet après-midi. Élise, la voix faible de sa grand-mère, résonna de l'étage. « Tu es là en bas, ma chérie ?»« J'arrive, mamie, » répondit-elle, posant soigneusement son aiguille. Elle monta les escaliers étroits qui menaient à l'appartement au-dessus de l'atelier où elle vivait depuis qu'elle était toute petite. Elle trouva Béatrice Malancourt assise sur son lit, paraissant encore plus fragile que la veille. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés et ses mains, autrefois si fermes avec l'aiguille, tremblaient tandis qu'elle essayait d'atteindre le verre d'eau sur la table de chevet. « Laisse-moi faire, mamie, » dit Élise, se précipitant pour l'aider. Tout en tenant le verre pour que sa grand-mère puisse boire, elle remarqua les taches violettes sur ses bras, un effet secondaire de plus des médicaments qui consommaient une bonne partie de leurs revenus. « Quelle heure est-il » demanda Béatrice après avoir bu un peu d'eau. « Il est encore tôt. Tu devrais te reposer encore un peu. »« Sottise, » répondit la vieille dame, essayant de se lever. « Nous avons du travail à faire. Je t'ai entendu manipuler les machines. » Depuis l'aube, Élise repoussa doucement sa grand-mère contre les oreillers. « Le médecin a dit que tu devais te reposer. Je m'occupe de l'atelier aujourd'hui. Mais ce nouveau client, ce millionnaire, il vient aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Oui, mamie, mais ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper toute seule. » Béatrice prit la main de sa petite fille, ses yeux soudainement sérieux. « Nous avons besoin de ce client, Élise. Le loyer... »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais tout. S'il te plaît, repose-toi. Je promets que je vais m'occuper de tout. » En redescendant à l'atelier, Élise laissa enfin ses larmes couler. Les factures s'accumulaient. Loyer en retard, médicaments de plus en plus chers, fournisseurs, menaçant de couper le crédit. L'atelier, qui avait autrefois été la fierté de la famille Malancourt, avait maintenant du mal à se maintenir à flot. Le son de la sonnette la fit sursauter. C'était très tôt pour les clients. L'atelier n'ouvrirait que dans 2 heures. Mais en ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme en costume impeccable. « Mademoiselle Malancourt ?» Sa voix était professionnelle, presque froide. « Je suis représentant de l'immobilière centrale. Je viens discuter de la révision du loyer. » Élise sentit son estomac se nouer. « Révision ? Mais il y a déjà eu une augmentation il y a moins de 6 mois. » « Le quartier se valorise, » répondit-il, lui remettant une enveloppe. « Les nouvelles entreprises qui s'installent dans le quartier ont changé le profil du lieu. Le propriétaire ne fait qu'ajuster les valeurs à la nouvelle réalité. » Lisant les chiffres sur le document, Élise sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était une augmentation de presque 60%, complètement impossible à payer dans sa situation actuelle. « C'est absurde, » protesta-t-elle. « Cet atelier est ici depuis 3 générations. Ma famille a construit une réputation à cette adresse. »« Je suis désolé, mademoiselle. Ce ne sont que des affaires. Vous avez 30 jours pour vous adapter aux nouveaux montants ou nous devrons prendre des mesures légales. » Après le départ de l'homme, Élise s'adossa à la porte fermée, son corps tremblant. Comment pourrait-elle annoncer cela à sa grand-mère? Comment expliquer que le rêve de toute une vie était sur le point de s'effondrer?
La sonnette retentit à nouveau, la faisant sursauter. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme grand, portant un costume qui coûtait probablement plus que son revenu mensuel. À ses côtés, une petite fille tenait sa main, semblant pâle et fatiguée. « Mademoiselle Malancourt ?» Sa voix était profonde, autoritaire. « Je suis Philippe Monvalon, j'ai rendez-vous. » Élise redressa les épaules, se forçant à paraître professionnelle malgré le tourbillon dans sa poitrine. « L'atelier n'ouvre que dans 2 heures, monsieur Monvalon. » « Ma secrétaire. J'ai pris rendez-vous pour cette heure-ci, » répondit-il, son expression se durcissant. « J'ai un emploi du temps très chargé. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, la petite fille lâcha la main de son père et chancela légèrement. Philippe la retint avant qu'elle ne tombe, son expression passant de l'irritation à l'inquiétude en un instant. « Céleste, qu'est-ce qu'il y a, princesse ?»« J'ai la tête qui tourne, papa, » murmura-t-elle, sa voix faible. Élise oublia momentanément son irritation envers l'homme arrogant devant elle. « Entrez, dit-elle, ouvrant davantage la porte. Il y a un canapé là-bas dans le coin où elle peut s'allonger. » Tandis que Philippe portait sa fille jusqu'au canapé, Élise courut jusqu'à sa petite cuisine et revint avec un verre d'eau sucrée. Elle s'agenouilla à côté de la fillette, lui offrant la boisson avec gentillesse. « Bois lentement, conseilla-t-elle. Tu te sentiras mieux. » Céleste but quelques gorgées, ses yeux, grands et tristes, fixés sur Élise. « Merci, chuchota-t-elle. Vous êtes belle. Vous ressemblez à une princesse. » Élise ne put s'empêcher de sourire. « Mais non, c'est toi la princesse, avec ses boucles dorées. Elle est malade. » La voix de Philippe résonna derrière elle, plus douce maintenant. « Je n'aurais pas dû l'amener, mais je n'avais personne. » À qui la confier? Élise se leva, lui faisant face. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange d'inquiétude et de désarroi qui la prit par surprise. Pendant un moment, l'homme arrogant laissa place à un père visiblement perdu. Le moment fut brisé par le bruit de quelque chose tombant à l'étage, suivi par la voix effrayée de sa grand-mère. « Élise !» Son cœur s'emballa. « Excusez-moi » murmura-t-elle, se précipitant vers les escaliers. Elle laissa derrière elle Philippe Monvalon et sa fille malade, sachant que sa journée, qui avait déjà mal commencé, était sur le point de devenir encore plus compliquée. Élise monta les escaliers en courant, son cœur martelant dans sa poitrine. Elle trouva sa grand-mère par terre dans la chambre, entourée de morceaux du vase qui se trouvait habituellement sur la petite table à côté du lit. « Mamie !» s'exclama-t-elle, courant pour l'aider. « Que s'est-il passé ?»« Je voulais juste prendre mes aiguilles, » murmura Béatrice, essayant de se lever avec difficulté. « Je pensais pouvoir aider avec le nouveau client. »« Tu as besoin de te reposer, » dit Élise, l'aidant à retourner au lit. Ses yeux se remplirent de larmes en remarquant une coupure sur la main de sa grand-mère. « Tu saignes. Ce n'est qu'une égratignure, ma chérie. J'ai connu pire. » Tout en nettoyant et bandant la main de Béatrice, Élise luttait pour contenir son angoisse. Sa grand-mère, qui avait toujours été si forte et indépendante, arrivait maintenant à peine à tenir debout seule. Les médicaments pour son cœur la rendaient étourdie et faible, et les médecins avaient averti qu'elle avait besoin d'un repos absolu. « Il y a quelqu'un en bas ?» demanda Béatrice, entendant des voix venant de l'atelier. « Oui, le fameux millionnaire est arrivé plus tôt que prévu, » répondit Élise, essayant de garder une voix calme, « et il a amené sa fille, une petite fille malade. » « Alors que fais-tu ? » ?»« Ici, va les recevoir. Je ne vais pas te laisser seule dans cet état. » « Élise, » la voix de Béatrice prit un ton d'urgence. « Nous avons besoin de ce client, avec le nouveau loyer. » « Comment sais-tu pour le loyer ? » « Les murs sont fins, ma chérie. J'ai tout entendu. » Béatrice prit la main de sa petite fille dans ses doigts tremblants. « Cet atelier est tout ce que nous avons. C'est l'héritage de ton père, le rêve de ta mère. Nous ne pouvons pas le perdre. » Élise sentit son cœur se serrer encore davantage. L'atelier était bien plus qu'une entreprise. C'était le dépositaire des souvenirs de 3 générations. Chaque morceau de tissu, chaque aiguille, chaque machine à coudre racontait une histoire de sa famille. « Je vais bien aller », assura Béatrice, voyant l'hésitation sur le visage de sa petite fille. « Maintenant, vas-y. Montre-lui pourquoi les Malancourt sont les meilleurs de la ville. » Avec un dernier regard inquiet vers sa grand-mère, Élise descendit les escaliers. Elle trouva Philippe Monvalon faisant les 100 pas dans l'atelier, vérifiant constamment sa montre. Céleste était toujours sur le canapé,
paraissant maintenant un peu plus colorée. « Je vous prie de m'excuser pour l'attente, » dit Élise, forçant un ton professionnel. « Nous pouvons commencer ?» Philippe se tourna pour la regarder, son expression un mélange d'impatience et quelque chose d'autre. De l'inquiétude, peut-être. « Tout va bien là-haut ?»« Oui, » répondit-elle, sèchement prenant son maître ruban. « Vous avez dit que vous aviez besoin d'un costume pour une occasion spéciale. L'anniversaire de 70 ans de mon père, une fête importante. » Tout en prenant les mesures de Philippe, Élise ne put s'empêcher de remarquer la tension dans ses épaules chaque fois qu'il mentionnait son père. Il y avait une histoire là, mais ce n'était pas son affaire. Sa fonction était simplement de faire le costume parfait et de s'assurer que le paiement aiderait à maintenir l'atelier fonctionnel pour quelques mois de plus. « Papa », la voix faible de Céleste interrompit ses pensées. « Je peux voir les robes. » Élise suivit le regard de la fillette jusqu'au mannequin dans le coin, où une robe de soirée inachevée attendait les derniers ajustements. C'était une pièce délicate, avec des broderies faites à la main, le travail de sa grand-mère avant qu'elle ne tombe malade. « Bien sûr que tu peux, » répondit-elle, souriant à la petite fille. « Tu veux voir de plus près ?» Céleste acquiesça, se levant lentement du canapé. Ses pas étaient instables, et Élise remarqua comment Philippe l'observait attentivement, prêt à la soutenir si nécessaire. « C'est si joli », chuchota Céleste, touchant le tissu avec révérence. « On dirait que c'est magique. »« Tu sais ce qui est encore plus magique ?» demanda Élise, s'abaissant pour être à la hauteur de la fillette. « Chaque robe raconte une histoire. Celle-ci, par exemple, est faite pour une mariée. Elle la portera le jour le plus heureux de sa vie. » Les yeux de Céleste brillèrent un instant, mais s'assombrirent rapidement. Maman avait une belle robe, comme ça, mais papa l'a rangée après qu'elle soit partie. Le silence qui suivit fut pesant. Élise vit Philippe fermer les yeux un moment, comme si les mots de sa fille l'avaient physiquement atteint. « Mademoiselle Malencourt, » dit-il finalement, sa voix rauque. « Pouvons-nous continuer avec les mesures ?» Élise acquiesça, retournant à son travail. Mais tandis qu'elle mesurait et notait des chiffres, son esprit était ailleurs, sur l'enveloppe avec le nouveau montant du loyer, sur les médicaments coûteux de sa grand-mère, sur le regard triste d'une petite fille qui avait perdu sa mère. Le son de la sonnette la fit sursauter. C'était son fournisseur de tissus, et à l'expression sur son visage, il n'apportait pas de bonnes nouvelles. « Je dois répondre », murmura-t-elle, posant son maître ruban. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, elle entendit un bruit sourd venant de l'étage. Et cette fois, sa grand-mère n'appela pas son nom. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise monta les escaliers en courant, son cœur menaçant de jaillir de sa poitrine. Elle trouva sa grand-mère évanouie dans la salle de bain, la peau pâle comme du papier. « Mamie !» cria-t-elle, s'agenouillant à côté de Béatrice. « S'il te plaît, réveille-toi !» Des pas lourds résonnèrent derrière elle. Philippe était monté aussi. « J'ai déjà appelé une ambulance, dit-il, son ton autoritaire remplacé par une urgence sincère. Ils sont en route. » Les minutes suivantes passèrent dans un flou. Les ambulanciers remplirent le petit appartement, posant des questions auxquelles Élise pouvait à peine répondre. Son esprit était concentré uniquement sur les mains froides de sa grand-mère entre les siennes, sur le mouvement presque imperceptible de sa poitrine. « Pression très basse », entendit-elle un des ambulanciers dire. « Nous devons l'emmener immédiatement. »« Je vais avec elle, » dit Élise, se levant sur des jambes tremblantes. « Mais et le fournisseur en bas ?» La voix de Philippe résonna derrière elle. « Et ma fille ?» Élise regarda autour d'elle, désorientée. Elle avait complètement oublié le client important, le fournisseur impatient, l'atelier qu'elle devait maintenir en fonctionnement. Comment pourrait-elle gérer tout cela alors que sa grand-mère était « Je m'occupe de tout ». La voix enfantine de Céleste surprit tout le monde. La fillette était montée sans que personne ne la remarque. « Papa peut parler avec l'homme. À la porte et moi j'attends ici en haut. Ce n'est pas si difficile. » Philippe regarda sa fille avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Princesse, tu ne vas pas bien ?»« Je vais mieux que sa grand-mère, » répondit Céleste, sa petite voix portant une sagesse au-delà de ses années. Et elle doit y aller. Pendant un moment, Élise vit quelque chose changer sur le visage de Philippe, comme si les paroles simples de sa fille avaient touché une corde profonde dans son cœur. « Allez-y, » dit-il à Élise, « je règle les choses. Ici. » À l'hôpital, les heures s'écoulaient comme des décennies. Élise restait assise dans la salle d'attente,
ses mains tachées de craie de tailleur encore serrées sur ses genoux. Les médecins avaient emmené Béatrice faire des examens, et le silence de l'attente était assourdissant. « Mademoiselle Malancourt ?» Elle leva les yeux, trouvant une infirmière avec un porte-document. « Nous devons discuter du traitement de votre grand-mère. Avez-vous sa carte d'assurance maladie ?» Élise sentit son estomac se nouer. L'assurance avait expiré il y a 2 mois et elle n'avait pas pu la renouveler. Les médicaments consommaient déjà tout son budget. « Non. » Sa voix se brisa. « Je comprends, » dit l'infirmière, son ton changeant subtilement. « Eh bien, nous pouvons discuter des options de paiement. »« Ce ne sera pas nécessaire, » une voix familière interrompit. « Madame Malancourt a une couverture, complète. » Élise se retourna surprise, trouvant Philippe debout là, Céleste tenant sa main. Il avait un papier dans les mains. Cela ressemblait à une sorte de police d'assurance. « Monsieur Monvalon, commença-t-elle, vous n'avez pas besoin... Considérez cela comme une avance pour le costume, coupa-t-il. Puis, plus doucement, « S'il vous plaît, laissez-moi aider. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte des urgences s'ouvrit et un médecin sortit, son visage grave. La famille de Madame Béatrice Malancourt. Élise se leva, ses jambes vacillantes. « C'est moi, comment va-t-elle ?»« Votre grand-mère est stable, mais la situation est délicate. Son cœur est très faible. Elle aura besoin d'une opération. » Une opération, le mot sortit comme un murmure étranglé. Oui, et le plus tôt sera le mieux, mais c'est une procédure complexe et coûteuse, compléta Élise, sentant le monde tourner autour d'elle. Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. La voix de Philippe résonna fermement derrière elle. Concentrez-vous sur votre grand-mère. Le reste, nous le réglerons. Plus tard. Élise voulait protester, dire qu'elle n'avait pas besoin de charité, qu'elle trouverait un moyen. Mais avant qu'elle ne puisse parler, elle sentit une petite main prendre la sienne. « Tout ira bien, » dit Céleste. Ses yeux, si grands et tristes, fixés sur les siens. Parfois, nous devons laisser les gens nous aider. Les paroles de la fillette, si simples et vraies, brisèrent quelque chose en Élise. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencèrent enfin à couler. C'est alors qu'elle remarqua, Céleste était encore plus pâle qu'avant, et sa petite main était beaucoup trop chaude. « Tu brûles de fièvre, dit-elle, touchant le front de la fillette. Philippe s'agenouilla immédiatement à côté de sa fille, son visage transformé par la peur. « Céleste, princesse ?» Mais Céleste ne répondit pas. Ses yeux se révulsèrent et elle tomba en avant, inconsciente, dans les bras de son père. Et ainsi, dans un couloir d'hôpital, 2 familles brisées se retrouvèrent unies par la même angoisse, par la même peur de perdre la personne la plus précieuse de leur vie. Les heures suivantes à l'hôpital furent un tourbillon de médecins qui couraient, d'examens effectués et de questions lancées de toutes parts. Élise observait impuissante, tandis que Philippe répondait à une série interminable de questions sur l'historique médical de Céleste. « Depuis combien de temps présente-t-elle cette fatigue ?» demanda une médecin, les yeux fixés sur son bloc-notes. « Quelques mois, » répondit Philippe, la voix rauque. « Au début, nous pensions que c'était juste du stress lié à la perte de sa mère. » « Et les évanouissements? Quand ont-ils commencé ?» « C'est le premier. » Il passa les mains dans ses cheveux, un geste qui trahissait son angoisse. « J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Elle était si fatiguée, si pâle. » La médecin prit encore quelques notes avant de lever les yeux. « Nous allons devoir faire une batterie complète d'examens. La forte fièvre et la fatigue chronique peuvent indiquer plusieurs conditions. Certaines d'entre elles... » Elle hésita. « Certaines d'entre elles quoi ?» La voix de Philippe sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu. « Il vaut mieux attendre. Les résultats avant de spéculer. Pour l'instant, nous allons la garder en observation. » Quand la médecin sortit, Philippe s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Élise, qui jusqu'alors gardait ses distances, sentit son cœur se serrer en voyant cet homme apparemment si fort, sembler si brisé. « Monsieur Monvalon, » appela-t-elle doucement. « Puis-je vous apporter un café ?» Il releva la tête, ses yeux rouges la surprenant. « S'il vous plaît, après tout cela, appelez-moi Philippe. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était le fournisseur de tissus qu'elle avait complètement oublié. « Je dois répondre, » murmura-t-elle, s'éloignant de quelques pas. La conversation fut brève et douloureuse. Le fournisseur annulait son crédit en raison des retards de paiement. Sans matières premières,
Comment pourrait-elle maintenir l'atelier en fonctionnement? Comment paierait-elle les nouveaux médicaments de sa grand-mère? Mauvaise nouvelle? La voix de Philippe la ramena à la réalité. Rien dont vous n'ayez à vous préoccuper, répondit-elle, rangeant son téléphone. Comment va Céleste? Elle dort. La fièvre a un peu baissé avec les médicaments. Il fit une pause, l'observant intensément. Pourquoi faites-vous cela? Cela quoi? Essayez de tout porter seul, comme je le faisais. Avant qu'Élise ne puisse répondre, une infirmière apparut dans le couloir. Mademoiselle Malencourt, votre grand-mère est réveillée et demande à vous voir. La chambre où Béatrice était hospitalisée était petite et froide. Sa grand-mère semblait encore plus fragile contre les draps blancs de l'hôpital, des tubes et des moniteurs connectés à son corps. « Ah, ma chérie, » dit-elle, dès qu'elle vit Élise, essayant de sourire. « Quelle honte causait tout ce dérangement. Ne dis pas ça, mamie. » Élise prit la main de sa grand-mère, essayant de contenir ses larmes. « Tu as juste besoin de te reposer et de te rétablir. L'atelier, les clients. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Comment ne pas m'inquiéter ?» La voix de Béatrice prit un ton d'urgence. « Cet endroit est notre vie, Élise. C'est tout ce que ton père nous a laissé quand ?» Sa voix faiblit, des larmes s'échappant de ses yeux fatigués. Élise sentit son cœur se serrer. Son père était mort jeune, laissant l'atelier comme seul héritage à sa femme et sa petite-fille. Béatrice, qui y travaillait déjà comme couturière, avait repris l'affaire, élevant sa petite-fille et maintenant vivant le rêve de la famille. « Je ne peux pas perdre cet endroit, » continua Béatrice. « Je ne peux pas laisser mourir tout ce que nous avons construit. » « Il ne mourra pas, mamie, je te le promets. » Mais même en faisant cette promesse, Élise savait qu'il serait presque impossible de la tenir. Avec les nouvelles dépenses médicales, l'augmentation du loyer et la perte du crédit chez les fournisseurs, l'atelier était condamné. Soudain, une agitation dans le couloir attira son attention. La voix de Philippe résonnait, altérée, discutant avec quelqu'un. « Que voulez-vous dire par vous ne pouvez pas venir maintenant? C'est votre petite fille, père. » Élise s'approcha de la porte, écoutant involontairement la conversation. « J'ai une réunion importante. » La voix de l'autre côté de la ligne sonnait froide, même à travers le téléphone. « Et franchement, Philippe, cette petite a toujours été trop fragile. Résultat de ton éducation surprotectrice après la mort d'Hélène. Elle est vraiment malade. Les médecins sont inquiets. Et je suis sûr qu'ils feront leur travail. En attendant, n'oublie pas mon anniversaire. 3 semaines, Philippe. Et je veux te voir, toi et Céleste, présentables. » Le bruit de quelque chose qui frappe fit sursauter Élise. Philippe avait cogné le mur du couloir. « Monsieur Monvalon ?» appela-t-elle doucement, sortant de la chambre. « Tout va bien ?» Il se tourna pour la regarder, et pour la première fois, elle vit quelque chose se briser dans sa façade d'homme puissant. Pendant un moment, il n'était plus le millionnaire arrogant, mais simplement un père désespéré. Comment quelqu'un peut-il être aussi? Il ne termina pas sa phrase, passant ses mains sur son visage. « Ma fille est malade, et lui ne se soucie que de sa maudite fête. » Élise fit un pas vers lui, poussée par une impulsion qu'elle ne put contenir. Parfois, les personnes qui devraient nous soutenir sont celles qui nous blessent le plus. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension mutuelle, une reconnaissance de douleur partagée. Le moment fut brisé par le son des moniteurs qui bipaient dans la chambre de Céleste. « Papa !» La voix de la fillette résonna effrayée. Ils coururent tous deux vers la chambre pour trouver Céleste assise sur le lit, tremblant violemment, sa peau brûlante de fièvre à nouveau. Et dans les yeux de Philippe, Élise vit la même peur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle regardait sa grand-mère, la peur de perdre la seule famille qui lui restait. Les jours suivants à l'hôpital s'étirèrent dans une routine angoissante. Céleste restait hospitalisée, son état un mystère que les médecins tentaient de déchiffrer à travers d'interminables examens. Béatrice avait été transférée dans une chambre meilleure, courtoisie de Philippe, bien qu'Élise ait protesté contre cette gentillesse. « Ne sois pas si fière », sa grand-mère la réprimanda quand elle mentionna le sujet. « Cet homme essaie d'aider. »« Nous n'avons pas besoin de charité, mamie. »« Ce n'est pas de la charité quand ça vient du cœur, » répondit Béatrice, ses yeux fatigués étudiant le visage de sa petite-fille. « Et je vois comment il te regarde. »« Mamie !» Élise sentit son visage rougir. « C'est un client, et il traverse un moment difficile avec sa fille. »« Tout comme tu traverses un moment difficile avec moi, » dit doucement Béatrice. « Parfois,
Chérie, les gens se rencontrent justement quand ils ont le plus besoin l'un de l'autre. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, une infirmière entra avec les médicaments de l'après-midi. Profitant de l'occasion, elle sortit de la chambre, ayant besoin d'un moment pour respirer. Dans le couloir, elle trouva Philippe assis sur l'une des chaises inconfortables de la salle d'attente, son costume impeccable contrastant avec les cernes profondes sous ses yeux. « Des nouvelles ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté. « De lui ?» « Les médecins soupçonnent une condition auto-immune, répondit-il, sa voix rauque. Quelque chose où son corps s'attaque lui-même, comme si... » Il s'arrêta, déglutissant avec difficulté. « Comme si quelque chose n'allait pas. À l'intérieur, » compléta doucement Élise. « Même quand à l'extérieur tout semble normal. » Philippe la regarda, surpris par la précision de ses mots. « Exactement comme ça. »« C'est comme l'atelier, » dit-elle, sans savoir pourquoi elle partageait cela avec lui. De l'extérieur, il semble toujours être le même lieu élégant qu'avant, mais à l'intérieur, il s'effondre. Un silence pesant s'installa entre eux, brisé uniquement par les sons distants de l'hôpital. Finalement, Philippe parla. « Pourquoi ne me laissez-vous pas vous aider? J'ai des ressources, je peux... » « Non, » l'interrompit-elle fermement. « Vous en faites déjà assez avec les frais d'hôpital. L'atelier est ma responsabilité. »« Comme Céleste est la mienne, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Et pourtant, je sens que j'ai échoué, que j'aurais dû remarquer plus tôt que quelque chose n'allait pas. » Élise observa son profil, remarquant pour la première fois les lignes d'inquiétude sur son visage, la tristesse dans ses yeux. Il y avait quelque chose là qui allait au-delà de l'angoisse actuelle, une douleur plus ancienne, plus profonde. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. « Avec la mère de Céleste ?» Philippe ferma les yeux un moment, comme si la question l'avait physiquement atteint. Hélène. Elle était professeure de musique. Elle vivait entourée d'enfants, de joie, jusqu'à ce qu'un jour, sa voix se brisa. « C'était un accident ?» encouragea doucement Élise. « Un conducteur ivre. Elle revenait d'une représentation. De ses élèves ?» Il s'arrêta, respirant profondément. Céleste venait juste d'avoir 4 ans. Elle était si excitée parce que sa mère avait promis de lui apprendre le piano. Le bruit de talons dans le couloir interrompit la conversation. Une femme élégante s'approchait, son visage un masque de préoccupation étudié. « Philippe, mon cher !» s'exclama-t-elle. « Ton père m'a parlé de la petite Céleste. Je suis venue dès que j'ai pu. » Élise remarqua comment Philippe se redressa immédiatement, sa posture devenant plus rigide. « Valentine, tu n'avais pas à te déranger. »« Comment ?»« À ne pas le faire. Après tout, nous serons bientôt une famille, n'est-ce pas? Ton père est si enthousiaste à l'idée de nous voir ensemble à son anniversaire. » Quelque chose de glacial s'installa dans la poitrine d'Élise. Alors c'était... Ça, il était déjà engagé. Bien sûr qu'il l'était. Des hommes comme Philippe Montvalon ne restaient pas célibataires longtemps. « Je dois voir ma grand-mère », murmura-t-elle, se levant brusquement. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, un médecin apparut dans le couloir, son visage grave. « Monsieur Montvalon, nous avons les résultats des examens de votre fille. » Philippe se leva immédiatement, toute son attention focalisée sur le médecin. Valentine essaya de tenir son bras, mais il se dégagea. « Alors ?» Sa voix tremblait légèrement. « C'est plus sérieux que nous ne le pensions, » commença le médecin. « Son système immunitaire est... » Un cri venant de la chambre de Béatrice interrompit la conversation. Élise se retourna, son cœur s'arrêtant, en voyant des infirmières courir dans cette direction. « Code bleu chambre 305 » cria quelqu'un. Et à ce moment, Philippe et Élise réalisèrent tous deux que leurs vies étaient sur le point de changer pour toujours, d'une façon qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Le chaos s'installa dans le couloir de l'hôpital. Élise courut vers la chambre de sa grand-mère, seulement pour être bloquée par des infirmières qui criaient des ordres et poussaient des équipements. À travers la porte entr'ouverte, elle pouvait voir Béatrice immobile sur le lit, tandis que l'équipe médicale travaillait frénétiquement. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, ses jambes faiblissant. « S'il vous plaît, ne l'emmenez pas aussi. » Des bras forts l'empêchèrent de tomber. Philippe avait laissé sa propre crise pour la soutenir. Il la guida doucement vers une chaise, ignorant les appels insistants de Valentine. « Respirez, » conseilla-t-il doucement. « Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Les minutes suivantes semblèrent une éternité. Le son du défibrillateur,
Les voix urgentes des médecins, le bip intermittent des moniteurs, tout se mélangeait en une symphonie terrifiante. Finalement, après ce qui sembla une vie entière, le médecin sortit de la chambre. Son visage était grave mais pas désespéré. « Nous avons réussi à la stabiliser », annonça-t-il. « Mais c'était juste. Son cœur est très faible. L'opération ne peut plus attendre. »« Combien ?» demanda Élise, sa voix tremblante. « Combien ça va coûter ?»« Ce n'est pas le moment de discuter de cela, » interrompit Philippe. « C'est exactement le moment. » Élise se tourna vers lui, des années de fierté et de frustration explosant dans ses paroles. « Je ne peux pas continuer à accepter votre charité. Ce n'est pas assez. Monsieur Monvalon ?» Une infirmière apparut dans le couloir, interrompant la discussion. « Votre fille demande à vous voir. » La fièvre est revenue. Philippe ferma les yeux un moment, le poids du monde visible sur ses épaules. Comment pourrait-il être à deux endroits à la fois? Comment pourrait-il aider deux personnes qui avaient besoin de lui? « Allez-y, » dit doucement Élise. « Votre fille a besoin de vous. Mais vous? J'ai toujours trouvé un moyen. Je continuerai à en trouver. » Valentine choisit ce moment pour se manifester, sa voix mielleuse portant une pointe d'irritation. « Philippe, mon cher, ton père a appelé. Il veut discuter des arrangements pour la fête. »« Fête ?» Philippe se tourna vers elle, quelque chose de dangereux brillant dans ses yeux. « Ma fille est malade. Cette jeune femme pourrait perdre sa grand-mère et vous voulez parler de fête? Mais ton père... »« Mon père peut attendre, » tonna-t-il. Pour la première fois de sa vie, il va devoir attendre. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit de talons s'éloignant rapidement. Valentine était partie, son indignation palpable dans l'air. Élise observa Philippe, voyant comme ses mains tremblaient légèrement. « Vous ne devriez pas. »« Je ne devrais pas quoi? Envoyer au diable les attentes de mon père, les conventions sociales, le mariage arrangé qu'il a planifié. » Mariage arrangé? Philippe passa ses mains sur son visage, paraissant soudainement épuisé. Valentine Richer, fille du plus grand constructeur de la ville. Une alliance parfaite pour les affaires, selon mon père. Et moi, j'étais presque d'accord. Par fatigue, peut-être. Ou lâcheté. Avant qu'Élise ne puisse répondre, un cri d'enfant perça l'air. Céleste appelait son père. Sans plus de mots, Philippe courut vers la chambre de sa fille. Seule, dans le couloir, Élise permit enfin à ses larmes de couler. Le poids de tout, l'atelier menacé, sa grand-mère entre la vie et la mort, ses sentiments confus pour Philippe, semblaient sur le point de l'écraser. C'est alors qu'elle remarqua une enveloppe tombée au sol. Elle avait dû glisser de la pochette de Philippe pendant sa sortie précipitée. En la ramassant, son cœur s'arrêta. C'était un document de l'immobilière centrale, et en tête, en lettres dorées, figurait le nom « Entreprise Monvalon ». Ses mains tremblèrent, tandis qu'elle lisait le contenu. L'entreprise qui augmentait, les loyers dans le quartier, qui était sur le point de détruire l'atelier et des dizaines d'autres petites entreprises, appartenait à la famille de Philippe. L'homme qui l'aidait, qui semblait tant se soucier d'elle, était le même qui, indirectement, causait sa ruine. À ce moment, un son aigu de moniteur cardiaque en alarme résonna de la chambre de Céleste, suivi de la voix désespérée de Philippe. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-la, elle ne respire plus. » Et Élise se retrouva déchirée entre courir pour aider ou fuir. Fuir l'hôpital, fuir ses sentiments, fuir la terrible vérité qu'elle venait de découvrir. Le chaos s'installa dans l'hôpital. Médecins et infirmières courèrent vers la chambre de Céleste, tandis que Philippe, pâle comme un fantôme, était forcé d'attendre dehors. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élise dans le couloir, implorant silencieusement de l'aide. Comment pourrait-elle refuser d'aider un père désespéré? Comment pourrait-elle laisser une enfant souffrir à cause des péchés du père? Avalant sa révolte, Élise s'approcha. Que s'est-il passé? Elle allait bien il y a une minute. La voix de Philippe sortait entrecoupée. Elle parlait de l'atelier, de comment elle voulait voir les robes à nouveau quand elle irait mieux. Puis soudain, elle a simplement cessé de respirer. Le bruit d'équipements supplémentaires apportés dans la chambre fit frissonner les deux. Une infirmière sortit en hâte, parlant dans sa radio. « Nous avons besoin du docteur Renaud immédiatement. Patiente de 6 ans, possible complication auto-immune affectant les poumons. »
Philippe glissa le long du mur, jusqu'à s'asseoir par terre, tout son pouvoir et son arrogance fondant comme neige au soleil. « Elle est tout ce qu'il me reste, » chuchota-t-il. « Si quelque chose lui arrive. » Élise sentit l'enveloppe dans sa poche peser une tonne. Elle voulait le confronter, crier à propos de l'hypocrisie de l'aider alors que son entreprise détruisait tout ce qu'elle aimait. Mais comment le pourrait-elle, le voyant si brisé? Le bruit de talons supplémentaires dans le couloir annonça le retour de Valentine, maintenant accompagné d'un homme grand et imposant, quelqu'un qui ne pouvait être que Sigismond Montvalon. Franchement, Philippe, la voix de l'homme plus âgé trancha l'air comme un rasoir. Faire toute cette scène à cause d'une fièvre enfantine? Nous avons des sujets importants à traiter. Philippe leva la tête lentement, quelque chose de dangereux brillant dans ses yeux. Des sujets importants? Ma fille lutte pour respirer. Et les médecins s'en occupent. Pendant ce temps, nous avons une fête à planifier, des fiançailles. Annoncer une fête? Philippe se leva, sa voix tremblant de colère contenue. C'est tout ce qui compte pour toi? Les fêtes, les apparences, les affaires? Ce sont ces affaires qui paient cet hôpital privé, rétorqua froidement Sigismond, qui te permettent de tant gâter cette petite. Sincèrement, fils, depuis qu'Hélène est morte, tu as été... N'ose pas parler d'elle, le cri de Philippe résonna dans le couloir. N'ose pas utiliser son nom pour me manipuler. Élise observait la scène, sentant son cœur se serrer. Alors c'était ça, la source de l'amertume, du vide qu'elle voyait dans les yeux de Philippe. Un père qui voyait l'amour comme une faiblesse, qui transformait même la mort en un outil de contrôle. « Monsieur Montvalon ?» Une médecin sortit de la chambre de Céleste, son visage sérieux. « Nous devons discuter du traitement de votre fille. » « Plus tard, » coupa Sigismond. « Nous sommes au milieu d'une discussion importante. » « Il n'y a pas de plus tard. » La voix d'Élise surprit tout. Le monde, y compris elle-même. « Votre petite fille est malade. Vraiment. Et si vous ne pouvez pas voir ça, si vous ne pouvez pas voir au-delà de vos précieuses affaires, et qui êtes-vous pour me parler ainsi ?» Sigismond se tourna vers elle, ses yeux froids comme la glace. « Elle est la propriétaire de l'atelier que tu essaies de détruire, » répondit Philippe, sa voix chargée d'une réalisation douloureuse. « Avec tes augmentations de loyer, avec ton avidité... » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise sortit l'enveloppe de sa poche, la tendant à Philippe. « Vous saviez ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit-il, prenant le document d'une main tremblante. « Mais j'aurais dû le deviner. C'est ainsi qu'il fonctionne, détruisant des vies pour construire ses empires. »« Des empires qui seront tiens un jour, » rappela Sigismond. « Si tu arrêtes d'agir comme un imbécile sentimental et fais ce qui doit être fait. » Avant que quiconque ne puisse répondre, un son aigu vint de la chambre de Céleste, suivi de voix urgentes. La médecin retourna en courant à l'intérieur, criant des ordres. Philippe fit un pas vers la chambre, mais son père retint son bras. Nous n'avons pas terminé cette conversation. C'est alors que quelque chose se brisa en Philippe. Des années de soumission, d'essayer de plaire, d'étouffer ses sentiments, tout explosa en un moment de clarté cristalline. « Si, nous avons terminé, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Nous avons terminé au moment où tu as choisi tes affaires plutôt que la santé de ta petite fille. Nous avons terminé quand j'ai réalisé que je devenais comme toi, quelqu'un qui détruit des vies au nom du profit. » Philippe, lac. Voix de Valentine sonna scandalisée. « Et toi ?» il se tourna vers elle. « Tu peux dire à ton père que l'accord est annulé. Il n'y aura pas de fiançailles, pas de fête. »« Tu jettes aux orties tout ce que j'ai construit » tonna Sigismond. « Non, père. Je sauve la seule chose qui compte vraiment, mon humanité. » Le bruit d'équipements supplémentaires amenés dans la chambre interrompit la discussion. Et, à ce moment, Philippe et Élise réalisèrent tous deux que certains choix, une fois faits, sont irrévocables. Mais était-il encore temps de réparer les erreurs du passé, de sauver non seulement Céleste, mais tout ce qui était en jeu? Le silence qui suivit la confrontation fut brisé par la voix urgente de la médecin, appelant depuis la porte de la chambre « Monsieur Montvalon, c'est votre fille, elle. »« Vous demande !» Philippe se précipita à l'intérieur, laissant derrière lui son père furieux et une Valentine stupéfaite. Élise hésita un moment avant de le suivre, son cœur partagé entre la colère et l'inquiétude. Céleste était réveillée, mais sa respiration venait en halètement douloureux. Un masque à oxygène couvrait son petit visage, et divers appareils bipaient autour d'elle.
Pas. Sa voix était faible à travers le masque. Je suis là, princesse. Philippe tenait sa main délicate, essayant de contenir ses larmes. Papa est là. Je t'ai entendu te disputer. Elle respirait, avec difficulté. À cause de moi? Non, mon amour, pas à cause de toi, à cause de moi, parce que j'ai enfin compris ce qui est vraiment important. La médecin s'approcha, son visage sérieux. Monsieur Monvalon, nous devons parler du traitement. L'état de votre fille est grave. Elle a développé une maladie auto-immune rare qui affecte ses poumons. Nous devons commencer un traitement expérimental immédiatement. Faites tout ce qui est nécessaire, répondit-il sans hésiter. Le coût n'est pas un problème. Ce n'est pas une question de coût, interrompit la médecin. C'est une question de temps et de choix difficiles. À ce moment, un son aigu vint de la chambre voisine, la chambre de Béatrice. Élise sentit son sang se glacer. Ma grand-mère. Allez-y, dit doucement Philippe, je comprends. Dans la chambre voisine, Élise trouva sa grand-mère, réveillée mais clairement souffrante. Le moniteur cardiaque montrait des battements irréguliers. Le médicament ne fait plus effet, expliqua l'infirmière. Elle a besoin de l'opération au plus vite. Combien de temps? Demanda Élise, sa voix tremblante. Au maximum 48 heures. Béatrice ouvrit les yeux, se concentrant avec difficulté sur le visage de sa petite fille. Élise, l'atelier. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant, mamie. Non. Béatrice serra sa main avec une force surprenante. Je veux que tu comprennes. L'atelier, ce ne sont pas seulement les murs, les machines. C'est l'amour que nous mettons dans chaque pièce. C'est notre histoire. Je sais, mamie. Et je vais me battre pour lui, je te le promets. Non, la voix de Béatrice prit un ton d'urgence. Je ne veux pas que tu te battes seule. Je ne veux pas que tu portes ce poids, comme je l'ai porté après que tes parents... Sa voix faiblit et le moniteur cardiaque commença à biper plus rapidement. L'infirmière ajusta rapidement quelque chose dans la perfusion. Elle a besoin de se reposer, dit-elle gentiment. Dans le couloir, Élise trouva Philippe qui l'attendait. Son père et Valentine étaient là partis, ne laissant que le poids de leurs attentes dans l'air. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « Elle a besoin d'une opération urgente et je... » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas quoi faire. L'atelier croule sous les dettes et maintenant, avec ses dépenses médicales, laissez-moi vous aider, » demanda-t-il doucement. « Pas en tant que fils de Sigismond Monvalon, pas en tant qu'homme d'affaires, simplement en tant que quelqu'un qui comprend ce que c'est d'avoir peur de perdre tout ce qu'on aime. Comment puis-je vous faire confiance? Votre entreprise, ce n'est pas mon entreprise, » l'interrompit-il. « Ça ne l'a jamais été. Ça a toujours été l'empire de mon père, construit sur la souffrance des autres. Mais maintenant, il fit une pause, regardant vers la chambre de Céleste. Maintenant, je comprends qu'il y a des choses plus importantes que les empires. Le bruit de voix exaltée attira leur attention. Sigismond était revenu cette fois accompagné d'hommes en costume qui semblaient être des avocats. « Puisque tu insistes pour agir comme un imbécile, tonna-t-il, tu ne me laisses pas le choix. À partir de maintenant, tes actions dans l'entreprise sont gelées. Et quant à celle-ci... » Il regarda Élise avec mépris. Elle peut dire adieu à son précieux atelier. L'expulsion sera immédiate. « Tu ne peux pas faire ça, » protesta Philippe. « Je peux et je vais le faire. Il est temps que tu apprennes que les actions ont des conséquences. » À ce moment, un cri vint de la chambre de Céleste, suivi du son assourdissant du moniteur cardiaque en alarme. Et là, dans le couloir d'un hôpital, 4 vies étaient en suspens. 2 luttant pour respirer, 2 luttant pour maintenir. Se debout ce qui restait de leur monde. La question était, y aurait-il assez de temps pour sauver tout le monde? Le chaos s'installa dans l'hôpital. Des médecins coururent vers la chambre de Céleste, tandis que Philippe, empêché d'entrer, frappait le mur de désespoir. Élise le retint, essayant de l'empêcher de se blesser. « Vous devez vous calmer, » dit-elle fermement. « Votre fille a besoin que vous soyez fort. »« Fort ?» Il rit amèrement. « Regardez-moi. Je n'ai pas pu protéger Hélène. Je ne peux pas aider Céleste. Et maintenant... » Il la regarda avec des yeux pleins de culpabilité. « Maintenant, mon propre père va détruire votre vie. »« Non. » La voix d'Élise sortit plus ferme qu'elle ne l'aurait cru possible. « Il va seulement détruire un bâtiment. Ce qui compte vraiment, l'héritage de ma famille, l'amour pour ce que nous faisons, cela il ne peut pas y toucher. »
Sigismond, qui observait la scène avec mépris, fit un pas en avant. Comme c'est touchant. Mais le sentimentalisme ne paie pas les factures, ne sauve pas les entreprises, et certainement pas des vies. Comme pour souligner ces mots, le son d'une autre alarme retentit, cette fois de la chambre de Béatrice. Élise y courut, son cœur menaçant de jaillir de sa poitrine. Sa grand-mère était consciente, mais sa respiration était difficile. Le médecin appelé en urgence avait une expression grave. « Nous ne pouvons plus attendre pour l'opération », déclara-t-il. « Elle doit être faite aujourd'hui, maintenant. »« Mais les coups ?» Élise sentit ses jambes faiblir. « Je m'en occupe, là. » La voix de Philippe résonna depuis la porte. « Tu n'as plus ce pouvoir, » rappela Sigismond. « Tes comptes sont bloqués, tu as oublié? Alors je vendrai tout ce que j'ai, ma voiture, ma maison. » « Qui sont déjà au nom de l'entreprise ?» coupa. « Son père. »« Tu n'as rien, Philippe. Rien en dehors de ce que je te permets d'avoir. » Le silence qui suivit fut brisé par la voix faible de Béatrice. « Élise, viens ici, ma chérie. » Elle s'approcha du lit, tenant la main tremblante de sa grand-mère. « À l'atelier, » chuchota Béatrice. « Derrière le grand miroir vénitien, il y a un compartiment secret, à l'intérieur. Mamie ne te fatigue pas. À l'intérieur, continua-t-elle avec une fermeté surprenante, se trouve la seule chose que ton grand-père a pu sauver quand il a fui la guerre. Un ensemble de bijoux de famille. » Élise sentit ses larmes couler. Elle connaissait l'histoire. Son grand-père avait échappé à une Europe dévastée par la guerre, n'emportant que ses compétences de tailleur et, apparemment, un dernier trésor caché. « Je n'ai jamais voulu les vendre, » expliqua Béatrice. « C'était notre dernière garantie, notre héritage. Mais maintenant... » « Non, » protesta Élise. « Je ne vais pas vendre le dernier souvenir de grand-père. » Parfois, la voix de sa grand-mère n'était plus qu'un murmure maintenant. « Nous devons renoncer à un héritage pour en sauver un autre. » Le moniteur cardiaque commença à biper plus rapidement. L'infirmière demanda rapidement à tous de quitter la chambre. Dans le couloir, Élise trouva Philippe adossé au mur, son visage marqué par des larmes contenues. La médecin a dit... Il déglutit difficilement. Elle a dit que Céleste a besoin d'un traitement expérimental, quelque chose qui n'est fait que dans un centre spécialisé. Et je n'ai plus les moyens de... « Combien ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi? Combien coûte le traitement ?» Élise, non, je ne peux pas vous laisser. Combien? Il donna le montant, une somme astronomiquement élevée. Élise fit un calcul mental rapide. Avec les bijoux de sa famille, elle pourrait peut-être payer l'opération de sa grand-mère, mais il ne resterait rien pour sauver l'atelier, et même ainsi, ce ne serait pas suffisant pour le traitement de Céleste. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Une idée folle, désespérée, mais peut-être la seule issue possible. « Votre père, » commença-t-elle lentement, « il tient beaucoup à ce que vous épousiez Valentine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela importe maintenant? Et si elle respira profondément, et s'il y avait un moyen de lui donner exactement ce qu'il veut, mais pas de la façon qu'il attend? » Philippe la regarda sans comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, Valentine revint dans le couloir, le bruit de ses talons hauts résonnant sur le sol. « Philippe, mon cher », sa voix était douce comme du miel empoisonné. « Ton père est prêt à reconsidérer, à condition que tu acceptes d'annoncer nos fiançailles lors de la fête, bien sûr. » Élise fit un pas en avant, affrontant la femme élégante. « Et si, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, je vous faisais une proposition qui vaut plus qu'un mariage arrangé. » À ce moment, les moniteurs cardiaques sonnèrent l'alarme. Dans les deux chambres, Céleste et Béatrice avaient toutes deux besoin d'une aide urgente. Et au milieu du chaos, une course contre la montre commençait. Une course où le prix n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais la chance de sauver tout ce qui comptait vraiment. La question était, quel serait le véritable prix de ce sauvetage? Le regard de Valentine oscilla entre curiosité et dédain, tandis qu'elle évaluait Élise. « Et quelle serait cette proposition ?» demanda-t-elle, sa voix chargée de scepticisme. « La robe, » répondit Élise, respirant profondément. « La robe qui fera de vous non seulement la fiancée d'un Montvalon, mais la femme la plus commentée de la ville. » Une lueur d'intérêt apparut dans les yeux de Valentine. S'il y avait une chose qu'elle valorisait autant que l'argent et le statut,
c'était l'attention. « Continuez, dit-elle, croisant les bras. L'atelier Malancourt a une réputation centenaire. Nos robes de mariée sont légendaires, chacune unique, chacune une œuvre d'art. Si vous vous mariez en portant une de nos créations, tous les magazines mondains voudront couvrir l'événement. Ce sera l'événement de l'année. Et en Pied-Fonce-Sop, ça échange. En échange, vous convainquez Sigismond de débloquer les comptes de Philippe, de sauver 2 vies innocentes. » Valentine rit, un son froid et calculé. « Pourquoi ferais-je cela alors que je peux simplement attendre que l'atelier fasse faillite et acheter tous les modèles exclusifs pour une fraction du prix ?»« Parce que... » Élise fit un pas en avant, sa voix basse et intense. « J'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le dernier dessin de ma grand-mère. Un modèle qu'elle a créé spécialement pour la fête de Sigismond, inspiré des bals de l'ancienne noblesse européenne. L'intérêt de Valentine était presque palpable maintenant. Elle avait toujours rêvé de ressembler à une princesse de conte de fées. Et vous renonceriez à ce dessin pour sauver ma grand-mère et une enfant innocente? Oui, mais à une condition. La robe doit être faite à l'atelier par nos mains. Et vous devez convaincre Sigismond maintenant. » « C'est de la folie, » intervint Philippe, qui jusqu'alors observait la conversation dans un silence stupéfait. « Élise, vous ne pouvez pas ?»« Je peux et je vais le faire, » coupa-t-elle. « Parfois, il faut sacrifier un rêve pour en sauver un autre. » À ce moment, la médecin sortit de la chambre de Céleste, son visage grave. « Monsieur Montvalon, votre fille est stabilisée pour l'instant, mais son état est critique. Si nous ne commençons pas le traitement spécialisé dans les prochaines 24 heures... » Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Valentine regarda du visage désespéré de Philippe à la détermination de fer dans les yeux d'Élise. Enfin, un sourire calculateur apparut sur ses lèvres. « Montrez-moi d'abord le dessin. Ensuite, peut-être, je parlerai à Sigismond. »« Non, » répondit fermement Élise. « D'abord, nous sauvons les vies en jeu. Ensuite, vous aurez votre robe de princesse. Comment puis-je vous faire confiance ?»« Parce que... » Élise sortit son téléphone montrant une photo. « Ceci n'est qu'une esquisse de ce que ma grand-mère a prévu. Imaginez ce que sera la robe complète. » Les yeux de Valentine s'écarquillèrent en voyant le dessin. Même sous forme d'ébauche, il était éblouissant. Un modèle qui combinait l'élégance classique avec des détails uniques que seules des décennies d'expérience pouvaient créer. « Donnez-moi 10 minutes avec Sigismond, » dit-elle finalement. Tandis que Valentine s'éloignait sur ses talons hauts, Philippe prit le bras d'Élise. « Pourquoi faites-vous cela? Après tout ce que ma famille a fait à la vôtre, parce que votre fille ne mérite pas de payer pour les erreurs des adultes, » répondit-elle doucement. « Et parce que... » Un cri de douleur venant de la chambre de Béatrice l'interrompit. Élise y courut, trouvant sa grand-mère contorsionnée dans le lit. « Son cœur ne tiendra pas beaucoup plus longtemps, » avertit l'infirmière. « Nous avons besoin de l'opération maintenant. » Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité. Élise tenait la main de sa grand-mère, priant silencieusement, tandis que dans le couloir, Valentine tentait de convaincre Sigismond. Finalement, le patriarche des Montvalon entra dans la chambre, son visage un masque d'autorité. « Très bien, » dit-il froidement. « Vous aurez votre argent pour les opérations, et l'atelier aura un prolongement de délai pour le loyer, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Élise, son cœur battant fort. « La robe de Valentine doit être parfaite, digne du nom Montvalon. S'il y a un seul défaut, une seule critique, » il laissa la menace en suspens. Avant qu'Élise ne puisse répondre, la voix faible de Béatrice s'éleva du lit. « Ma petite fille n'a jamais rien fait de moins que parfait dans sa vie. » La fierté dans la voix de sa grand-mère donna à Élise la force dont elle avait besoin. « Nous avons donc un accord, » dit-elle, relevant le menton. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois préparer ma grand-mère pour l'opération. » Mais tandis que tous quittaient à la chambre, un doute rongeait son cœur. Comment pourrait-elle créer quelque chose d'aussi extraordinaire en si peu de temps? Comment pourrait-elle transformer la douleur en beauté, la peur en art? Et plus, important encore, est-ce que le sacrifice de son rêve serait suffisant pour sauver les vies qui dépendèrent d'elle? Les heures suivantes se déroulèrent dans un flou d'activité frénétique. Pendant que Béatrice était préparée pour la chirurgie, Céleste était transférée vers le centre spécialisé, accompagnée par une équipe médicale complète. Philippe alternait entre les deux cas, son visage de plus en plus pâle d'épuisement.
Au milieu de tout cela, Élise se retrouva à devoir gérer Valentine, qui insistait pour discuter des détails de la robe là même, à l'hôpital. « Je veux que les broderies soient faites avec de vraies filles d'or, » exigeait-elle, feuilletant un magazine de mariée. « Et les perles doivent être naturelles, pas d'imitation. »« Mademoiselle Richer, » interrompit Élise, se frottant les tempes douloureuses. « Pouvons-nous discuter de cela plus tard? Ma grand-mère entre en chirurgie. Le temps presse. » Coupa. « Valentine, la fête de Sigismond est dans 2 semaines. Si vous voulez que je tienne ma part de l'accord. » La menace voilée flotta dans l'air comme une fumée toxique. Élise ravala sa colère, se forçant à rester calme. « La robe sera prête, » assura-t-elle. « Parfaite, comme promis. » « Elle doit être plus que parfaite. » La voix de Sigismond résonna derrière elle. « Elle doit être inoubliable. » Le genre de robe qui fait parler les gens pendant des années. « Elle le sera, » répondit Élise, soutenant son regard. « Parce qu'elle ne sera pas seulement une robe, ce sera une histoire d'amour. » « L'amour » Valentine rit. « Je vous en prie, ma chère, ne soyez pas romantique. C'est un contrat d'affaires, rien de plus. »« Non », Élise se tourna vers elle. « C'est la dernière création de ma grand-mère, son dernier rêve. Et pour cette raison même, elle sera extraordinaire. » Avant que quiconque ne puisse répondre, Philippe apparut dans le couloir, son visage illuminé par un sourire hésitant. « L'opération de Céleste a commencé, » annonça-t-il. « Les médecins sont optimistes. » Élise sentit des larmes de soulagement remplir ses yeux, mais sa joie fut interrompue par une infirmière appelant son nom. « Mademoiselle Malencourt, votre grand-mère demande à vous voir avant d'aller au bloc. » Opératoire. Dans la chambre, Béatrice était consciente, bien que visiblement faible. Ses yeux, cependant, brillaient avec la même force que toujours. « Viens ici, ma chérie, » appela-t-elle, tendant la main. Quand Élise s'approcha, elle continua. « Le dessin de la robe, ne l'utilise pas. »« Quoi ? Mais mamie, l'accord ?» Ce dessin, Béatrice respirait avec difficulté, n'était qu'une ébauche. Le vrai est ici. Elle toucha le front de sa petite fille avec des doigts tremblants. « Dans ton cœur, tu as toujours eu un don spécial, Élise. Plus grand que le mien, plus grand que celui de ton grand-père. Ne dis pas ça. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Élise. « Tu es la meilleure couturière qui ait jamais existé. » « Non, » Béatrice sourit faiblement. « Je suis juste quelqu'un qui a beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Et maintenant c'est ton tour de montrer au monde ce que l'amour peut créer. » Les infirmiers entrèrent pour emmener Béatrice au bloc opératoire. Avant qu'ils ne l'emmènent, elle serra la main d'Élise une dernière fois. « Souviens-toi, chaque point, chaque couture, chaque détail, c'est une histoire d'amour. Notre histoire. » Dans le couloir, Élise trouva Philippe qui l'attendait. Sans dire un mot, il la prit dans ses bras, offrant le réconfort dont elle avait tant besoin. « Comment faites-vous » demanda-t-elle contre sa poitrine. « Cette peur constante de perdre quelqu'un qu'on aime. »« Je ne fais pas, » répondit-il doucement. « Je fais seulement semblant, comme vous faites semblant maintenant. » Élise s'écarta légèrement, essuyant ses larmes. « Je ne fais pas semblant. Je suis en train d'essayer d'être forte pour tout le monde, » compléta-t-il. « Tout comme j'ai essayé après la mort d'Hélène. Mais savez-vous ce que j'ai appris? Que parfois nous devons laisser les autres être forts pour nous. » Le bruit de talons qui s'approchaient annonça le retour de Valentine. « Quelle scène touchante !» dit-elle avec une douceur feinte. « Mais nous avons une robe à discuter, à moins que vous ne vouliez que je dise à Sigismond que j'ai changé d'avis concernant notre accord. » Élise sentit Philippe se raidir à ses côtés, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, elle se dégagea de ses bras. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle, sa voix ferme. « Je vais créer non seulement une robe, mais une œuvre d'art. Quelque chose qui vous fera sentir non comme une mariée ordinaire, mais comme une reine. » Les yeux de Valentine brillèrent d'un intérêt sincère pour la première fois. « Et comment comptez-vous faire cela ?»« Avec amour, » répondit simplement Élise. « Le genre d'amour qui déplace des montagnes, qui surmonte les obstacles, qui transforme des vies. » « L'amour ?» Valentine rit à nouveau. « Je pensais que nous avions établi que ceci n'est que des affaires. »« Non. » Élise la regarda droit dans les yeux. « C'est bien plus que cela. C'est une chance de rédemption. Pour nous tous. » Mais tandis qu'elle prononçait ces mots, son cœur se serrait de doute. Comment pourrait-elle créer quelque chose?
D'aussi extraordinaire en si peu de temps? Comment pourrait-elle transformer la douleur en beauté, la peur en art? Et plus important encore, est-ce que l'amour, ce sentiment que sa grand-mère valorisait tant, serait vraiment capable de tous les sauver? Les jours qui suivirent furent un mélange surréaliste d'hôpital et d'atelier, de peur et d'espoir, d'épuisement et de détermination. Élise partageait son temps entre visiter sa grand-mère, qui se remettait lentement de l'opération, et travailler sans relâche sur la robe de Valentine. L'atelier, autrefois si silencieux et triste, pulsait maintenant d'une énergie différente. Les vieilles machines à coudre chantaient jour et nuit, tandis que des tissus précieux et des dentelles délicates prenaient de vie sous les mains habiles d'Élise. « Vous devez vous reposer », insistait Philippe, qui avait pris l'habitude de lui rendre visite pendant ses pauses entre les visites au centre médical où Céleste était hospitalisée. « Je ne peux pas, » répondait-elle, « c'est à doigts volant sur le tissu. Le temps presse. » C'était vrai. Il ne restait que 5 jours avant la fête de Sigismond, et bien que la robe prenne forme, il y avait encore tant à faire. Chaque détail devait être parfait, chaque couture devait raconter une histoire. « Comment va Céleste ?» demanda-t-elle sans quitter des yeux son travail. « Mieux, » répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage fatigué. « Le traitement fonctionne. Les médecins disent qu'elle pourra bientôt rentrer à la maison. » Élise leva enfin les yeux, s'accordant un moment de joie. « C'est merveilleux. » « Oui. » Philippe s'approcha, observant la robe qui prenait forme sur le mannequin. « Tout comme ce que vous êtes en train de créer. C'est extraordinaire. » Et c'était vrai. La robe devenait quelque chose de plus qu'un simple vêtement de fête. Chaque couche de soie, chaque broderie méticuleusement travaillée, chaque détail soigneusement planifié racontait une histoire. Pas l'histoire que Valentine voulait raconter, de richesse et de statut, mais une histoire plus profonde, d'amour et de sacrifice. « Votre grand-mère serait fière, » dit-il doucement. « Elle le sera, » corrigea Élise. « Les médecins disent qu'elle devrait sortir demain. » Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de la porte de l'atelier qui s'ouvrait. Valentine entra, suivie par Sigismond. Leurs yeux se fixèrent immédiatement sur la robe. « Eh bien, » dit-elle, tournant autour du mannequin avec un regard critique, « au moins ce n'est pas un désastre complet. » Élise se mordit la langue, retenant la réponse acide qui menaçait de s'échapper. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'ajustement d'un pli du tissu. « Elle n'est pas encore prête, » dit-elle calmement. « Il manque les derniers détails. »« Qui ?»« Doivent être parfaits, » rappela Sigismond. « L'avenir de beaucoup de personnes en dépend. » La menace voilée dans ses paroles fit faire un pas en avant à Philippe, mais Élise l'arrêta d'un regard. « Chaque point sera parfait, » assura-t-elle, « parce que chaque point porte une signification spéciale. »« Signification ?» Valentine rit. « Ce n'est qu'une robe. » Non, Élise se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une intensité qui surprit tout le monde. « C'est bien plus que cela. Voyez ces broderies ici. » Elle désigna un motif délicat près du cœur de la robe. « Ce sont des fleurs de cerisier. Les mêmes que ma grand-mère a brodées sur la robe de mariée de ma mère. Et ici, ses doigts touchèrent une série de petites étoiles travaillées en fil d'argent. Ce sont les étoiles que mon grand-père brodait sur chaque pièce spéciale qu'il créait. » Sa voix gagna en force, tandis qu'elle continuait. « Chaque détail de cette robe raconte une histoire d'amour. Pas le genre d'amour que vous recherchez, de statut et d'apparence, mais le genre d'amour qui construit des choses, qui guérit des blessures, qui transforme des vies. » Le silence qui suivit ces paroles fut brisé par le son du téléphone portable de Philippe. Son visage s'illumina en voyant le numéro. « C'est l'hôpital, » dit-il, répondant rapidement. Après quelques instants de conversation, son sourire s'élargit. « Céleste demande après vous, Élise. Elle veut savoir quand elle pourra voir la robe magique que vous êtes en train de faire. » Quelque chose changea sur le visage de Valentine, une ombre de doute, peut-être même de compréhension. « Votre fille, » commença-t-elle hésitante, « elle va vraiment mieux ?»« Grâce au traitement que votre accord nous a permis de payer, » répondit Philippe, « bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi vous avez aidé. » Valentine détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec son collier de perles. « Peut-être, » dit-elle finalement, « que je sais aussi un peu ce que c'est que le poids des attentes familiales. » Sigismond,
qui jusqu'alors observait en silence, fit un pas en avant. « La robe sera-t-elle prête à temps » demanda-t-il, sa voix toujours dure, mais avec une note différente, de l'inquiétude peut-être. « Elle le sera », assura Élise. « Et elle sera exactement ce dont nous avons tous besoin qu'elle soit. » Mais tandis qu'elle les regardait partir, un doute persistait dans son cœur. Est-ce que son travail suffirait non seulement à sauver l'atelier, mais à changer des cœurs endurcis par des années d'orgueil et d'ambition? La réponse, elle, le savait, viendrait dans quelques jours seulement, lors de la nuit qui pourrait tout changer pour le meilleur ou pour le pire. La nuit de la fête de Sigismond arriva, enveloppée de lumière et d'attente. Le salon du plus élégant hôtel de la ville était décoré avec un luxe presque aveuglant, rempli de personnes importantes vêtues de leurs plus beaux habits. Dans le petit vestiaire improvisé, Élise donnait les dernières retouches à la robe de Valentine. Ses mains, bien qu'épuisées après 2 semaines de travail intense, se déplaçaient avec précision et affection sur le tissu. « C'est vraiment très beau », admit Valentine, observant son reflet, différent de tout ce que j'ai vu, parce que c'est fait avec amour, dit une voix douce depuis la porte. C'était Béatrice, assise dans un fauteuil roulant, mais les yeux brillants de fierté. « Mamie !» Élise courut, embrasser sa grand-mère. « Tu devrais te reposer à la maison. » Et manquer le moment de ton triomphe, jamais. Avant que quiconque ne puisse répondre, une autre visite surprise arriva. Céleste, également dans un fauteuil roulant, mais avec beaucoup plus de couleur au visage que ces dernières semaines. « Vous ressemblez à une princesse », s'exclama la fillette à Valentine, comme dans les contes de fées. Quelque chose s'adoucit sur le visage de Valentine. Elle s'agenouilla, faisant attention à ne pas froisser la robe, se mettant à la hauteur des yeux de Céleste. « Tu sais, » dit-elle, doucement, « quand j'étais petite comme toi, j'adorais aussi les contes de fées. Je rêvais d'être une princesse, d'avoir un château. Et maintenant ?» demanda innocemment Céleste. Valentine hésita, regardant son reflet dans le miroir. La robe qu'elle portait était vraiment magnifique, non pas par l'opulence des matériaux ou la perfection technique, mais par l'histoire que racontait chaque détail. « Maintenant, » répondit-elle finalement, « je crois que j'ai compris qu'il existe des choses plus importantes que les châteaux et les couronnes. » Le son de la musique venant du salon annonçait que la fête avait commencé. Philippe apparut à la porte, élégant dans son smoking, mais ses yeux cherchèrent d'abord sa fille. « Comment te sens-tu, princesse ?»« Bien, papa, » sourit Céleste. « La robe que tante Élise a faite n'est-elle pas magique ?»« Si, » répondit-il, mais ses yeux étaient fixés non pas sur la robe, mais sur Élise. À ce moment, Sigismond entra dans le vestiaire, imposant dans son costume de gala. « Il est temps, » annonça-t-il. « Tous les invités importants sont déjà arrivés. Le moment de l'annonce des fiançailles, non. » Ce simple mot, prononcé par Valentine, fit taire l'assemblée. « Comment ça, non ?» tonna Sigismond. « Il n'y aura pas d'annonce de fiançailles. » Valentine se redressa, la robe coulant autour d'elle comme de l'eau argentée. « Parce qu'il n'y aura pas de mariage. » « Mais l'accord, l'interrompit-elle, était que je porte la robe la plus extraordinaire jamais créée, et je la porte. Mais je ne vais pas utiliser cela pour blesser. » Des gens. Elle se tourna vers Philippe. « Tu aimes ta fille plus que n'importe quel empire, n'importe quel statut. Et moi, je veux trouver quelqu'un qui m'aime ainsi également. » Le silence qui suivit fut brisé par un rire doux de Béatrice. « Tu vois, » dit-elle à Élise, « l'amour trouve toujours un chemin. » « C'est ridicule !» explosa Sigismond. « Tout l'argent investi, tous les plans. » « Père, » la voix de Philippe. L'interrompit, ferme mais gentille. « Assez, regarde autour de toi. Vois ce que tes exigences, ton orgueil ont failli coûter. Ta petite fille a failli mourir pendant que tu te préoccupais des apparences. Et alors, que suggères-tu ? Que nous recommencions, non pas comme l'Empire Montvalon, mais comme une famille qui apprend que l'amour, que ce soit pour un enfant, pour un art, pour un rêve, est le seul héritage qui compte vraiment. » Céleste s'approcha de son grand-père, sa petite main touchant la sienne. « Grand-père, » dit-elle doucement, « tante Élise m'a raconté que chaque point de cette robe raconte une histoire d'amour. Nous pouvons créer de nouvelles histoires aussi, n'est-ce pas ?» Quelque chose se brisa sur le visage dur de Sigismond, comme de la glace fondant sous le premier soleil du printemps. « Peut-être, » dit-il, sa voix rauque, «
peut-être que j'ai oublié ce que c'est que d'avoir un cœur. Il n'est jamais trop tard pour s'en souvenir, dit Béatrice, ses yeux sages étudiant l'homme qui avait tant essayé de détruire son héritage. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et là, dans ce petit vestiaire, entre des morceaux de soie et des fils d'or, quelque chose de magique se produisit. Pas la magie des contes de fées, mais la magie réelle de l'amour transformant les cœurs. À la fête, la robe créée par Élise provoqua exactement l'impact que tous espéraient, mais pas pour la raison qu'ils imaginaient. Ce n'était pas son opulence qui captivait les regards, mais l'histoire que chaque détail racontait, une histoire d'amour, de sacrifice et de rédemption. L'atelier Malancourt non seulement survécut, il s'épanouit, se transformant en un symbole de la façon dont la tradition et l'amour peuvent créer quelque chose d'extraordinaire. Céleste récupéra non seulement sa santé, mais gagna une nouvelle famille, qui incluait non seulement son père et son grand-père transformés, mais aussi Élise et Béatrice. Et quant à Philippe et Élise, eh bien, certaines histoires d'amour n'ont pas besoin de grandes déclarations ou de gestes dramatiques. Parfois, tout ce dont elles ont besoin, c'est du temps. Du temps pour guérir, pour grandir, pour créer quelque chose de nouveau et de beau. Comme Béatrice disait toujours, en observant sa petite fille et Philippe travaillant ensemble dans l'atelier rénové, l'amour est comme une couture bien faite. Parfois, il prend du temps, nécessite de la patience et du soin, mais quand il est vrai, il dure pour toujours. Et ainsi, entre aiguilles et fils, entre rires d'enfants et musique de machines à coudre, une nouvelle histoire commença à être tissée. Une histoire qui prouvait que même dans les heures les plus sombres, il existe encore de la place pour la lumière, pour l'espoir, pour l'amour. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les empires ou les fortunes qui définissent notre héritage. C'est l'amour que nous mettons dans chaque petit geste, dans chaque moment partagé, dans chaque point fait avec affection et intention. Et cela, plus que toute autre chose, est ce qui rend une vie véritablement riche.